Bienvenue dans cette nouvelle partie de la formation. Cette vidéo sera longue, je vous préviens. Donc, cramponnez-vous à votre chaise et restez concentré. S'il faut mettre sur pause, mettez sur pause. S'il faut le revoir plusieurs fois, faites-le. Parce que la différence entre un bon informaticien et un mauvais, c'est juste la maîtrise des éléments. Si vous maîtrisez les éléments, vous avez accès à tout. Donc, essayez de maîtriser le contenu de cette vidéo le plus possible, le mieux possible. La fois passée, nous avons parlé des composants de l'ordinateur. Nous avons parlé des processeurs de l'ensemble, quels sont leurs rôles quant au fonctionnement de l'ordinateur. Mais cette fois-ci, nous allons nous concentrer principalement sur les composants que vous utilisez chaque jour et dont vous allez immédiatement remarquer leur utilisation. Pour commencer, nous allons nous attaquer au processeur. Pour ceux qui ne le savent pas ou bien qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, nous avons parlé du processeur comme le cerveau de l'ordinateur. Il contrôle l'ensemble des processus qui vont s'effectuer sur votre machine, que ce soit que vous regardez, je ne sais pas, une vidéo, vous jouez des chansons, vous apprenez votre cours, vous lisez des PDF, bref, peu importe tout ce que vous ferez. C'est le processeur qui contrôle l'ensemble de tout ce processus. Pour vous montrer une image du processeur, c'est à ça que ressemble un processeur dans l'ensemble. C'est à ça. C'est juste une petite puce. Ça, c'est le dessous. Ça aussi, c'est un autre processeur. L'importance même du processeur est tellement capitale et fondamentale que le nom même des ordinateurs, peu importe, est toujours déterminé par le processeur qu'il a embarqué et qui est intégré à son circuit. Par exemple, lorsque vous allez acheter un ordinateur, vous allez dire je veux un i5. Ça, c'est un caractéristique ou plutôt le nom d'un processeur. Vous allez peut-être dire que vous allez acheter un dual-core. C'est toujours le nom d'un processeur, bien une des caractéristiques d'un processeur. Donc, vous voyez à quel point le processeur détermine votre ordinateur. Pour un débutant, il peut être un peu compliqué de savoir quel processeur choisir ou bien aborder cette notion de processeur. Je vais vous montrer une méthode assez simple pour aborder ça. Nous allons commencer premièrement par connaître la puissance du processeur. Lorsqu'on parle de processeurs et de leur puissance, on parle en gigahertz. La puissance des processeurs, notez-le bien, est mesurée en gigahertz. Vous aurez 1, quelque chose, 2, quelque chose, 3,5 jusqu'à 90. Donc ça varie en fonction des processeurs. Donc un processeur qui possède 2,5 GHz est plus puissant qu'un processeur qui, supposons, en possède un 80. C'est forcément plus puissant. Donc gardez ça en tête. Pour connaître la puissance d'un processeur, il suffit de connaître sa fréquence. Plus sa fréquence est élevée, plus le processeur est puissant. Donc si vous voulez connaître la puissance d'un processeur, vérifiez sa fréquence. C'est elle qui est exprimée en gigahertz. Si vous avez un processeur de 2,5 GHz et que vous le comparez à un processeur de, je ne sais pas, 1,50, vous voyez forcément que le premier est plus puissant que le deuxième. Gardez cette méthode bien en tête. Pour le suivant, nous allons évoluer dans nos connaissances. Cette méthode que je viens juste de vous apprendre ne fonctionne que pour une même catégorie ou bien un même type de processeur. Si vous prenez un i2 avec des fréquences différentes, cette méthode s'applique. Mais si vous prenez un i3 et un i5, un i3 avec 2,5 GHz et un i5 avec 1, je sais pas, je donne les chiffres au hasard, 1,80, le i5 est plus puissant que le i3. Gardez ça en tête. Donc si vous vous demandez comment ça se fait, c'est simple. Pour comprendre le pourquoi, il suffit seulement de faire quelques recherches sur l'évolution des processeurs dans le temps. Avant, c'était les Pentium. Aujourd'hui, nous avons les séries I, I2, I3 et ainsi de suite.
Maintenant, les processeurs Pentium sont en train de disparaître, ils ne sont plus très nombreux. Donc nous allons nous concentrer seulement aux processeurs de type I, c'est-à-dire I2, I3. En fait, pour connaître leur puissance, c'est simple, fiez-vous à leur nombre après le I. Un I2 est moins puissant qu'un I3, un I3 est moins puissant qu'un I5 jusqu'à I9. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui peuvent modifier ces valeurs, c'est-à-dire pour connaître la puissance. C'est pour ça que je disais que c'était assez compliqué. Mais ça ne va pas vous intéresser pour l'instant parce que là, ce sont ceux qui sont très axés sur la puissance des processeurs qui s'efforcent avec ces détails parce que il faudra aussi parler de génération. Mais si ça vous intéresse, faites des recherches sur les générations des processeurs. Par exemple, il y a différents types d'I3 et il y a différents types de générations. Mais en généralité ou bien en général, un processeur plus récent, c'est-à-dire plus nouveau, est puissant qu'un ancien. Gardez ça seulement en tête. Donc, un i5 est forcément plus puissant qu'un i3. Donc, on va conclure sur cette base qu'un processeur plus récent est forcément plus puissant qu'un ancien. Donc, sur cette base, vous, avec tout ce que vous avez déjà appris, je sais que vous pouvez déterminer à peu près l'ensemble de la puissance d'un processeur. Donc, je vous fais confiance là-dessus. Et documentez-vous, faites des recherches sur l'évolution du processeur, leur génération et les types de processeurs. Ça va beaucoup vous aider. Donc, documentez-vous sur les processeurs pour étoffer vos connaissances. Mais je vous ai dit déjà les principaux, les bases. Donc, ce sera à vous de faire des recherches sur les autres points que j'ai mentionnés, le type et la génération. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sont les cartes graphiques. Parce que quant au processeur, lorsque nous parlons de processeur, nous disons que le processeur, c'est lui le cerveau, c'est lui qui calcule tout. Maintenant, la carte graphique, c'est lui qui permet l'affichage, je vous l'avais déjà dit. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, allez le voir. Le lien est dans la description, je vais le mettre dans la description. Allez revoir les composants ou bien si vous avez oublié quelque chose. Les cartes graphiques sont là pour afficher les images. Donc, il peut arriver qu'un processeur, c'est pas qu'il peut, il arrive souvent qu'un processeur embarque le carte graphique, c'est-à-dire le carte graphique, ou plutôt la carte graphique et le processeur sont confondus. Donc le processeur joue le rôle de carte graphique, c'est intégré au circuit. Le processeur fonctionne comme une carte graphique, donc il affiche tout, il gère tout. Et c'est la majorité des ordinateurs qui fonctionnent comme ça. Maintenant, il y a des ordinateurs en particulier comme, comment je dirais ça, les ordinateurs spécialisés pour les graphistes ou bien les gamers. Ils sont plus basés sur côté puissance graphique pour permettre une meilleure affichage et soulager le processeur parce que le processeur n'aurait plus à traiter les images, donc il devient plus rapide. Gardez en tête que si votre ordinateur embarque deux cartes graphiques, c'est-à-dire un intégré, un qui est amovible, vous avez beaucoup de possibilités quant à la puissance. Ça, c'est l'image d'une carte graphique du C. Ça aussi, c'est l'image d'une carte graphique. Ça, vous avez déjà, c'est à peu près tout ce qu'il faut connaître. Pour vous citer les cartes graphiques, généralement, le constructeur le plus connu dans le domaine du carte graphique, c'est Nvidia. Pour les jeux et autres, c'est le top, le best, il n'y a pas à dire. Maintenant, je ne vous avais pas parlé des processeurs. Vous avez 7 processeurs sur lequel il est écrit AMD. En matière de processeurs, il y a vraiment beaucoup, mais les principaux sont Intel et AMD en matière d'ordinateur. Avant de continuer, si ça fait trop d'informations d'un coup pour vous, je vous conseillerais de mettre la vidéo sur pause, de vous reposer un peu avant de reprendre. Donc, j'espère que vous avez bien fait votre pause. Nous allons passer maintenant à la RAM. La RAM permet de stocker les données, comme je l'avais dit précédemment.
Maintenant, lorsque vous utilisez votre ordinateur, quelles sont l'utilité de la RAM pour vous? Quelle utilité la RAM présente pour vous? Si le processeur est la puissance, je dirais que la vitesse de votre ordinateur dépend de la RAM. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez, nous allons prendre un exemple concret. Lorsque vous travaillez et que vous utilisez des brouillons, si le brouillon est vraiment petit, vous serez limité lorsque vous notez et ça va réduire un peu votre efficacité. Or, si vous avez de nombreux brouillons et que vous pouvez annoter comme vous voulez, vous serez plus libre et vous allez vraiment vous donner à fond. C'est le même principe avec le processeur. Si la RAM est insuffisante, le processeur aura tendance à moins noter, c'est-à-dire à vouloir effectuer tous ces calculs directement. Mais au pire des cas, ça va toujours se retrouver sur votre disque dur. Les données, le processeur, s'il ne peut pas le supporter, va le transférer sur votre disque dur. Mais on en parlera après. Donc, pour quelques spécificités en matière de RAM, si je devais vous donner quelques conseils, si vous utilisez un i3, déjà passons par un i2. Si vous utilisez un i2, il vaut mieux avoir 4 Go de RAM au minimum. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous avez 3 Go, c'est déjà bon. Maintenant, si vous utilisez un i3, ayez 6 Go. Si vous utilisez un i5, 8. Et les valeurs que je vous donne ne sont pas des valeurs, je dirais, uniques ou bien du genre il faut prendre mes paroles pour paroles d'évangile. Non, vous pouvez ajouter plus. Si vous n'avez pas les moyens, ça peut être moins aussi. Donc ça dépendra de vous. Mais je vous conseillerais d'avoir toujours le chiffre supérieur au chiffre du processeur, c'est-à-dire 4 Go pour un i2. Un i3, vous pouvez avoir aussi 4 Go, mais je ne le conseille pas. Donc, si vous avez un i5 par exemple, ayez 6 Go de RAM, c'est-à-dire que le chiffre soit supérieur à celui du processeur. Donc, je passe directement à celui du disque dur. J'avais pas parlé de comment mesurer la puissance du graphique, je vais en profiter pour le dire en même temps. La puissance du graphique est mesurée un peu comme les disques durs, c'est-à-dire en gigaoctet ou bien en gigabits. Donc, plus c'est élevé, plus c'est puissant. Et après, il y a aussi les évolutions. Faites des recherches sur ça. Et les graphiques les plus puissants, ce sont les NVIDIA. Donc, faites des recherches sur ça. Pour la RAM, c'est toujours en gigaoctet ou bien en gigabits. Plus c'est élevé, mieux c'est. Il y a aussi différents types de RAM. Il y a des évolutions, les DDR. Faites des recherches sur ça. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Ce sont leurs évolutions, ça. Je vais directement passer au disque dur. Il y a deux types de disques durs. Je vais en chercher la photo. Ça aussi, c'est encore une barre de RAM. Voilà. Il y a deux types de disques durs. Les SSD qui est ici et les HDD qui est, bref, vous voyez. Les SSD sont une nouvelle génération de disques durs. Ce qu'on avait avant, c'était les HDD qui sont un peu plus gros. Les SSD sont plus petits. Parfois, ils sont même plus petites que les RAM. Donc, faites attention lorsque vous croyez toujours avoir des RAM dans vos mains. Ça peut être des disques durs. Il faut bien vérifier. Donc, quelle est l'utilité, quelle est l'importance du disque dur? En fait, c'est le disque dur qui stocke toutes vos données. Donc, on a tendance à vouloir simplement que la taille soit assez gigantesque, qu'il y a beaucoup d'espace, c'est tout. Mais c'est une erreur parce que de nos jours, si vous prenez un SSD et un HDD et vous installez des systèmes sur eux, dans la majeure partie du cas, le SSD est mieux. On tourne le système plus rapidement que les HDD. Les SSD sont plus performants et plus rapides
et plus cher, je précise bien, plus cher que les HDD. Les systèmes comme Windows 10, c'est-à-dire qui sont très récents, ils sont mieux supportés par les SSD que les HDD. C'est pas que les HDD ne peuvent pas le supporter, mais c'est juste que c'est un peu trop puissant. Pour vous donner un exemple, lorsque le Windows 11 était sorti, je me suis empressé pour aller télécharger et installer. Qu'est-ce que j'avais remarqué? Je l'avais installé sur un dual core et un i5. J'avais remarqué que le i5 était plus puissant, il avait tendance à tourner le système Windows 11 de façon à le maximiser. Mais le disque dur n'arrivait pas à suivre, il ne supportait pas ça. Mais sur le dual core, j'avais pas eu ce problème parce que il ne le tournait pas à fond, il ne poussait pas le système à fond. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Si vous avez des disques durs HDD ou bien SSD, préférez les SSD si votre machine dispose ou bien il a la capacité de prendre les deux. Préférez toujours les SSD. Et si votre machine prenait du HDD, si vous avez, il y a des HDD hybrides, c'est-à-dire qui sont pas, comment je dirais, ils sont à moitié SSD et à moitié HDD, ils sont plus petits, ils ressemblent toujours à des HDD, c'est-à-dire le gros disque dur, mais c'est un peu plus petit. Préférez eux. Si vous en avez les moyens, c'est plus facile pour les systèmes de tourner sur eux. Je parle des nouveaux systèmes, bien sûr. Si vous avez un 8, c'est-à-dire Windows 8, Windows 8 ou bien 8.1, ça va. Si vous avez les anciennes versions de Windows 10, ça va. Mais pour les nouvelles versions, ça demande des composants un peu plus rodés. Donc, c'est ça que je dirais pour conclure ça. Il y a une chose, ouais, je ne vais pas aborder ça. Pour les autres composants, je vous dirais de faire des recherches, parce que ça cause pas trop de soucis et c'est assez simple à manipuler. Donc, concentrez-vous sur le processeur, la carte graphique, la RAM et les disques durs. Ce sont les bases à connaître. Il y a une chose aussi que les gens oublient, c'est juste qu'il faut apprendre et pratiquer. C'est pas du jour au lendemain que vous allez tout absorber, tout maîtriser. C'est avec de la pratique. Donc, je vous conseillerais de revoir cette vidéo plusieurs fois afin de le maîtriser. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo et il ne reste plus qu'une seule vidéo pour terminer le module 1 et nous allons directement passer au 2. Pour la dernière vidéo, je vais vous parler de l'informatique en général, c'est-à-dire quelle est son importance lorsque vous connaissez les thèmes informatiques et vous comprenez le fonctionnement bien, la science de l'informatique. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Je ne parle pas des bureautiques ou bien d'autres, je parle de l'informatique de base, c'est-à-dire lorsqu'on prend l'informatique de façon naturelle ou bien de façon première, c'est-à-dire je parle des portables et autres. Si vous avez déjà suivi la première vidéo, vous savez de quoi je parle lorsque je parle d'informatique. Quelles sont les possibilités que vous avez lorsque vous comprenez cela? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi, parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.